Ça a été un super bouc émissaire, le cholestérol. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cholestérol. Le cholestérol, il fait les membranes des cellules, il sert aussi à faire les vitamines, il sert aussi à faire les hormones sexuelles, il sert aussi à faire les autres hormones. Le cholestérol, il est absolument partout. Et ne pas avoir de cholestérol, ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut du cholestérol. Le problème... AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Alors on va aborder un sujet, ça fait longtemps qu'on tourne autour avec le docteur Réginald Lalouche, mais nous ne l'avons jamais abordé ensemble, puisque le docteur Réginald Lalouche est avec nous ce matin. Bonjour doc. Bonjour. Vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et votre best-seller vient de ressortir dans une nouvelle version que vous avez complètement réactualisée. Ça s'appelle la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Vous n'avez pas encore eu le temps dans le cahier central de montrer une photo de vous en train de faire votre nouvelle activité préférée en plus de la boxe, et ce sont les... Des quoi? Hein? Des quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des pilates. Ah, je fais du pilate, oui, je fais du pilate, oui. Ah oui, j'ai découvert ça cet été. Franchement, ça fait marcher les muscles profonds qu'on fait jamais marcher. Parce que quand on fait de la boxe, quand on court, quand on nage, globalement, on fait marcher toujours un peu les mêmes muscles. Bien que la boxe est très particulière, mais le pilate, c'est fantastique. Fantastique, franchement, je le dis, voilà. Ça change votre vie. C'est une vraie découverte. Non, ça change pas, non. Ah bah en tout cas, vous êtes fit, hein. Ah oui, je suis fit. Alors là, franchement... Je suis fit. Je dis, machallah, le docteur. Oui, non, vraiment. Si c'est le pilate qui a fait ça... Le pilate a participé. Vous verrez sur la vidéo, vous allez voir ça... Voilà. Au taquet. Voilà, vous êtes gentil, tout le monde va savoir que je fais du pilate. Quand Cyril Hanouna va vous voir, il va faire une grosse bise. Je le salue. Alors on va parler du cholestérol. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur le cholestérol, et là ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on a revu tout ce qu'on disait depuis des années, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fausses qui ont été dites sur le cholestérol. Déjà, quel est le lien entre le cholestérol et le foie, qui est votre passion? Ah ben, c'est tout simple, c'est la relation de père-fils. C'est le foie qui fabrique le cholestérol. Tout, 75%. Tout. Ah oui. 75% de votre cholestérol vient de votre foie. Voilà. Et 25% vient de l'alimentation. Et non seulement le foie fabrique le cholestérol, mais il fabrique aussi les transporteurs du cholestérol. Parce qu'en fait... C'est ça qu'on ne sait pas. Voilà, le cholestérol tout seul, au fond, ça a été un super... Petite note un peu pincée, c'est que ça a été un super bouc émissaire, le cholestérol. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cholestérol. Le cholestérol, il fait les membranes des cellules, il sert aussi à faire les vitamines, il sert aussi à faire les hormones sexuelles, il sert aussi à faire les autres hormones. Je veux dire, le cholestérol, il est absolument partout. Et ne pas avoir de cholestérol, ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut du cholestérol. Le problème... Mais c'est quoi, si on devait définir ce que c'est précisément que le cholestérol, c'est quoi? C'est une graisse fabriquée par le foie et qui va aller donner... Vous savez qu'il y a une relation antinomique dans notre organisme entre l'eau et le gras. Comme par définition, l'eau et le gras ne se mélangent pas, que le sang, c'est plutôt de l'eau, et que donc il faut de l'eau qui glisse dans quoi? Dans des artères dont les parois sont du gras. Donc en fait, c'est au lieu d'opposer l'eau et le gras dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? On se sert de cette antinomie pour faire circuler des éléments qui ne s'associent pas, pour ne pas que les artères fondent dans le sang. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est comme ça que ça marche. Non, ça part. Voilà. L'image est parlante. Et c'est pour ça que le cholestérol, si on a dans le sang, il ne peut pas être transporté comme ça. Il ne peut pas. Il faut comme le sucre, en fait. Il faut le transporter. Non, le sucre, il se dilue dans le sang. Il est dilué. Et après, il y a des récepteurs qui vont le capter. Les graisses, vous ne pouvez pas. Elles ne sont pas... Si vous mettez du gras dans l'eau, vous mettez de l'huile d'olive dans de l'eau, eh ben vous allez avoir deux phases. Ça ne se mélange pas, de toute façon. Ça ne se mélange pas, ça ne circule pas. Pour circuler... Sauf si vous faites de la mayo. Pour circuler, le foie, il fabrique des transporteurs. Et il y a deux types, globalement, de transporteurs. Il y a le High Density Lipoprotein, HDL. C'est ça qu'il faut... Parce que moi, j'aime pas beaucoup les acronymes, parce qu'à la fin, c'est difficile pour les gens de comprendre. Donc, c'est pas du cholestérol, le HDL, parce qu'on dit le bon cholestérol, le HDL. C'est pas du cholestérol, c'est un transporteur. C'est une lipoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui a une forme de gras. Voilà. HDL avec une haute densité. High Density Lipoprotein, HDL. Et puis, vous avez le Low Density Lipoprotein, le LDL, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol. Mais vous voyez déjà qu'on s'éloigne de la vérité. Il y a le cholestérol, il n'y a ni bon ni mauvais, et puis il y a des transporteurs. Alors pourquoi c'est important les transporteurs? Parce que
l'usine cholestérol, c'est le foie. Très bien. Il fait le cholestérol et puis vous en mangez un petit peu par la bouche. Okay ? Après, ce cholestérol, il est nécessaire à tous les organes de votre organisme et à fabriquer des membranes pour les cellules, ainsi de suite. Donc, on en a besoin. Voilà. Donc, vous avez un transporteur qui s'appelle le LDL, le camion. Il part avec son cholestérol sur le dos. Tac, tac, tac. Il va dans les artères. Et il fait toc, toc, toc. C'est un peu le Amazon ou la Poste. Hein, comme ça, il n'y aura pas de... Voilà. Il dit toc, toc, toc. Voilà ton cholestérol. Merci, salut, à demain. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le LDL. OK. Et puis, il y a le HDL. C'est celui qui dit on vous a livré des bouteilles de verre, je voudrais la consigne. Bonjour, toc, 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 je suis le HDL, je voudrais prendre la consigne. Et le problème, c'est quand il n'y a pas assez de HDL pour ramener les bouteilles, parce qu'elles vont où les bouteilles ? Elles vont chez le foie, qui les remétabolise et qui refait le nanana. Voilà. C'est pas très compliqué. Donc en fait, quand on dit mauvais cholestérol, c'est que c'est celui qui envoie, qui livre, on l'appelle le mauvais, alors qu'il n'a rien de mauvais. Et le bon, c'est celui qui ramène. D'accord. Mais c'est faux parce qu'en fait, ce sont des transporteurs. C'est que des transporteurs. Voilà, c'est ça. Donc on râle contre les transporteurs, mais les transporteurs n'y sont pour rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas leurs portes pour rendre les bouteilles. Et vous donc comprenez ? Et à ce moment-là, la bouteille, elle reste dans la maison, elle encombre la maison. Puisque dans la cuisine, la femme de ménage, ou le père, ou la mère va dire « Mais c'est quoi toutes ces bouteilles ? Il n'y a pas un gamin pour aller les ramener ?» Et donc, la cuisine, on ne peut plus rentrer dans la cuisine, elle bouche, et elle bouche. Et ça bouche aussi un vaisseau sanguin ou des artères. Voilà, c'est très très bête, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc déjà, il faut que nos auditeurs ils comprennent ça. C'est qu'en fait, c'est un équilibre. Il n'y a pas le bon et le mauvais. C'est l'équilibre entre celui qui emmène et celui qui ramène, si tant est qu'on lui ouvre la porte à celui qui ramène. Parce qu'il y a encore des cellules qui, pour d'autres raisons, ne vont pas ouvrir la porte. D'accord ? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il y a aussi ce qu'on mange, qui peut entrer en compétition avec le cholestérol. Je vous explique. Vous mangez beaucoup de gras et beaucoup de sucre. L'organisme, qu'est-ce qu'il va faire le foie ? Il va faire des triglycérides. Vous vous souvenez ? C'est la forme de graisse qui permet de stocker les graisses et de stocker surtout les sucres. Bon. Il se trouve que parfois, il y a une compétition entre les triglycérides, s'il y en a beaucoup, avec le cholestérol. Et le transporteur, au lieu de ramener les bouteilles vides, eh ben, il ramène des triglycérides. Et dans ces cas-là, ça fait... À ce moment-là, ça fait des bouchons également. Et donc, vous voyez bien que c'est très individuel. D'ailleurs, les biologistes sont des gens absolument honnêtes. Quand vous lisez votre examen de cholestérol, vous savez, on vous fait le taux de cholestérol. Eh bien, c'est mesuré d'ailleurs avec quoi là on mesure comment le taux de cholestérol ? Alors ça, j'en sais rien du tout. Non, c'est des automates qui les font. Parce qu'il y a une espèce de chiffres. Oui, c'est des automates, mais c'est pas des valeurs normales. C'est pas comme le diabète. Non, c'est pas des valeurs normales, c'est des chiffres de référence. On dit en gros, voilà la référence dans laquelle il faut que vous vous trouviez. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. Vous avez des gens qui peuvent très bien vivre avec 3 grammes de cholestérol et jamais avoir un problème et mourir, que Dieu les bénisse dans leur lit, et d'autres qui vont faire 3 grammes, mais comme ils ont des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ont du diabète, ou ils ont des problèmes vasculaires, ou ils ont machin, eh ben, ça va leur poser, ils vont faire un infarctus du myocarde. Donc le cholestérol, le grand problème que c'est que seul votre médecin peut savoir quel est le meilleur traitement pour vous. Il n'y a pas, t'as 2,40 grammes, tac, tu prends une statine. Tu as tac, tu prends un machin. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut évaluer la personne que vous avez devant vous. Est-ce que les parents ont fait des maladies vasculaires ? Est-ce qu'il y a du diabète dans la famille ? Est-ce qu'il est sédentaire, qu'il n'est pas sédentaire ? Qu'est-ce qu'il mange ? Comment il fait ? Et ainsi de suite. Et c'est là où le médecin va dire, dans ce cas-là, je préfère parce que la prévention vaut toutes les guérisons du monde. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une hypercholestérolémie dans ces cas-là ? Aujourd'hui, c'est quand c'est supérieur à 2 grammes par litre. D'accord, donc il y a quand même une... oui, valeur de référence. Valeur de référence. Mais je peux avoir des patients à plus de 2 grammes par litre qui vont très bien et je ne vais pas les mettre sous traitement parce qu'ils ont une vie saine, qu'ils mangent bien et qu'ils ont des triglycérides. Parce que vous ne pouvez pas intégrer la valeur. En fait, quand on fait un bilan, on ne fait pas que le cholestérol. On fait ce qu'on appelle un EAL, évaluation des anomalies lipidiques. C'est-à-dire qu'on mesure tout. On mesure le cholestérol, le HDL, le LDL, les triglycérides. Et c'est quand on a cette vision globale qu'on va pouvoir prendre des décisions. Si vous avez un cholestérol qui est un peu augmenté, mais des triglycérides normales, inférieurs à 1,9 g par litre, et puis un équilibre HDL-LDL, tout va bien. C'est
pas la peine d'aller, et qu'il n'y a pas de facteur de risque. Il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'antécédent cardiaque, il n'y a pas d'artérite, il n'y a pas de diabète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, qui rend le cholestérol, qui a été le bouc émissaire global pendant 30 ans. On dit, c'est la faute du cholestérol. Mais si c'était ça, mais ce serait génial. On aurait trouvé la solution depuis longtemps. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Jamais vous n'avez entendu l'explication du cholestérol comme nous l'a expliqué le docteur Alouche tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas écouté le début de l'émission, vous la réécouterez en podcast, vous verrez la vidéo. Mais là, vous avez toute l'explication. Alors quel est le lien qu'on fait aujourd'hui entre le diabète et le cholestérol? Est-ce que si on a du cholestérol, on a du diabète? Et si on a du diabète, est-ce qu'on a du cholestérol? Non, c'est strictement indépendant. Mais quand on a du diabète ou un prédiabète, on a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et cette insulinorésistance a tendance à augmenter certaines graisses, particulièrement les triglycérides. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces triglycérides peuvent entrer en compétition au niveau des transporteurs avec le cholestérol. Donc vous voyez que c'est jamais univoque, c'est jamais simple cette histoire. C'est toujours un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et il y a aussi un facteur très très important. Si vous avez un cholestérol augmenté, un peu de triglycérides, faites attention à la cigarette. Parce que la cigarette, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on fume des goudrons qui vont aller enflammer les parois des artères. Quand la paroi d'une artère est enflammée, qu'est-ce qui se passe? Si vous la regardez au microscope, il y aura des petites... on l'avait expliqué une fois, il y aura des petites montagnes comme ça qui accrochent un peu comme du papier emery. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous avez ces petites montagnes-là inflammées, il faut des années quand même, c'est pas... À ce moment-là, s'il y a du cholestérol qui passe ou qui reste parce qu'il n'y a pas assez de rameneurs, s'il n'y a pas, par rapport au transporteur qui apporte et celui qui ramène, s'il n'y a pas assez de rameneurs, de transporteurs qui ramènent le cholestérol non utilisé, non métabolisé ou métabolisé au foie, eh ben il va traîner dans les artères, il va traîner dans les organes, et à ce moment-là, il se colle là. Et comme il se colle là, il va commencer à faire une plaque qui va grossir et qui va réduire la dimension de l'artère. On appelle ça comment, cette plaque-là? L'athérosclérose. Voilà. Par exemple, elle est particulièrement présente au niveau des artères carotides. C'est pour ça qu'on fait des échodopplers, parce que vous comprenez bien que si vous avez une petite plaque dans la carotide, que cette plaque, elle est stable, parce qu'elle s'est faite en plusieurs années. Il faut plusieurs années, tout ça. C'est pour ça que la prévention, c'est tellement bien et tellement confortable. Mais un jour, cette plaque, d'abord, elle peut réduire tellement le diamètre. On sait qu'en dessous de 15%, il n'y a pas de problème. Mais au-dessus, à ce moment-là, ça peut même provoquer des problèmes, des troubles neurologiques. Mais à ce moment-là, il y a une petite plaque, elle peut se libérer et aller boucher une petite artère dont personne ne sait laquelle d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, c'est un tout. On ne peut pas dire cholestérol. Mais est-ce qu'on peut la voir, cette plaque-là dont vous nous parlez? Oui, on fait un échodoppler. Avec un échodoppler carotidien. Et avec l'échodoppler carotidien, on va pouvoir voir si on a une plaque ou pas. Alors, et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas la peine de faire un échodoppler à 30 ans. Il faut. À ce moment-là, on prend des mesures diététiques, on fait de l'exercice, on fait et ainsi de suite, et on se fait traiter. On peut la faire réduire. C'est ça que ça veut dire. Oui, elle peut réduire, mais surtout, elle peut ne pas s'aggraver. Il faut surtout pas qu'elle s'aggrave. Donc c'est pour ça que c'est important après de traiter. Et donc après, il y a le grand débat, traitement, pas traitement. Vous savez que les fibrates, alors tout le monde en parle, les statines. Les fameuses. Les fameuses statines, alors oui. Alors il y a quand même eu des scandales autour des statines, docteur Alou. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, on a peut-être qu'il y a eu les gens qui ont eu la main lourde là-dessus. Moi, je fais partie des médecins qui considèrent que les médicaments, c'est vraiment bienfaisant quand on en a besoin, et il faut les prendre quand on en a besoin. Il ne faut pas les prendre quand on n'en a pas besoin. Quand ils sont bien indiqués, donc. Quand ils sont bien indiqués, voilà. Et on peut aussi les prendre pendant quelques mois, pendant quelques années. On n'est pas obligé de les prendre à vie. Voilà, c'est ça en fait qui est important. Donc si on vous donne des statines... Il n'y a pas une chronicité qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sous statine à vie? Si vous avez une maladie familiale d'hypercholestérolémie, il y a des familles, je crois que c'est les monozygotes qui ont des 4 grammes et des 5 grammes, ceux-là ils sont à vie. Il n'y a pas de question. C'est les hypercholestérolémies génétiques. Familiales, exactement, bravo. Mais si vous avez une augmentation et que vous prenez les mesures suffisantes, à ce moment-là, on va vous donner une statine pendant 1 an, 2 ans. Alors on dit des statines qu'elles donnent souvent. D'abord, elles ne donnent pas d'effets indésirables majeurs. Il n'y a pas d'accident. Il doit y en avoir un sur 400 000 ou 500 000. Il n'y a pas d'accident grave. Mais avec tous les médicaments, vous prenez une pilule de sucre, vous mettez du rose autour et vous dites que c'est un médicament.
vous aurez des accidents. C'est comme ça, ça passe par la tête. Donc dès que ça passe par la tête chez un homme, vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui va faire un accident. Mais pour les statines, le grand effet indésirable, c'est les douleurs musculaires, les crampes. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut soit changer de statine, soit donc prendre une autre statine, soit diminuer la dose, soit, comme le font certains cardiologues, la prendre un jour sur 2. Ça marche très bien, ça marche aussi bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous en avez besoin, prenez-la. Parce que si vous avez des facteurs... Si vous avez... Alors, on va faire être simple. Si vous avez un cholestérol un peu élevé à 2,20, 2,30, que vous avez des triglycérides normaux, que vous avez des HDL, LDL dans les normes, et que vous avez une vie saine, vous n'êtes pas fumeur, vous n'avez pas d'antécédents cardiovasculaires, franchement, ne vous traitez pas, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est votre médecin qui décide. Moi, je suis pas là. Voilà, c'est une des indications qui peut éviter de... Voilà. Mais si vous avez une hypertension, vous avez un diabète, vous avez une alimentation qui est un peu riche, vous avez machin, vous êtes un peu sédentaire, là, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Alors, une question qui revient souvent, docteur Alouche, c'est comment est-ce qu'on peut faire baisser son taux de cholestérol par l'alimentation? Est-ce qu'il y a des... Alors ça, c'est la question piège, parce que même les œufs, dont on a dit... Moi, je ne sais même plus si on peut manger des œufs, pas des œufs, le jaune. Il y a du cholestérol dans le jaune, il n'y en a pas dans le blanc. Hein. Le blanc d'œuf, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, hein, en protéines, puisque c'est la valeur protéique la plus forte en acides aminés essentiels. Voilà. Le blanc d'œuf, c'est la référence absolue en matière de protéines. Et on rappelle que les acides aminés essentiels... Ah, les acides aminés essentiels, c'est des acides aminés. Vous savez, les acides aminés, c'est les briques de base de votre corps. Avec ces briques de base, on fabrique des membranes, on fabrique des hormones, on fabrique tout ça. Et donc, il y a des acides aminés que vous pouvez synthétiser vous-même dans votre corps. Et puis, il y a 6 acides aminés, enfin 7 en réalité, que vous devez absolument ingérer. Voilà. Qu'on ne peut pas fabriquer. Qu'on ne peut pas fabriquer. Voilà. Et c'est pour ça que les plus grands pourvoyeurs d'acides aminés essentiels, c'est le blanc d'œuf. Après, on a la viande animale, et puis après, on a les protéines végétales. Donc, pour les végétariens, si vous êtes végétarien, sachez que les protéines végétales sont moins riches que les protéines animales en acides aminés. Donc, croisez les protéines. C'est-à-dire mélanger des protéines de blé avec les protéines de pois, avec les protéines de lupin, pour avoir les acides aminés essentiels. C'est un peu plus compliqué, mais vous en avez besoin. Voilà. Alors, revenons à notre jaune d'œuf. Oui. Alors, le jaune d'œuf, il est riche en cholestérol. Donc, on a dit, tu manges du cholestérol, pouf, si tu manges trop d'œufs, tu vas avoir du cholestérol. Donc, moi, je dis, je ne suis pas tout à fait sûr de cette histoire, et manger 6 œufs par semaine, ça n'a jamais augmenté significativement le cholestérol. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que si on a un cholestérol élevé, c'est peut-être aussi parce qu'on a des problèmes soi-même, soit familiaux, soit génétiques, soit aussi un foie qui est en compétition avec les triglycérides et le sucre. Donc c'est un tout, en fait. Il n'y a pas l'aliment qui va faire baisser le cholestérol. Moi, j'en connais pas. Hein. Voilà. Il y a quelques légumes dont on sait que c'est très à la marge. Et c'est pas ça qui va remplacer un traitement aux statines. Hein. Faut pas rêver. Hein. Si, c'était quoi, du riz rouge? Non, ça c'est autre chose. Pour moi, c'est l'équivalent d'un médicament, parce que ça a le même effet. C'est la levure de riz rouge. C'est du riz rouge fermenté, donc ça, qui a exactement les mêmes fonctions que la statine, avec les mêmes effets indésirables. D'accord. Donc c'est le produit naturel du médicament. Voilà. Une fois n'est pas coutume, nous parlons du cholestérol avec le docteur Réginald Alouche. Je vous parlais de la pilule et du cholestérol. Est-ce qu'il y a un lien entre la pilule et le cholestérol? Oui, il y a un lien entre la contraception orale et le cholestérol, parce qu'en fait la pilule, c'est un des médicaments qui augmente les taux de LDL. Vous savez, le LDL, c'est celui qui va apporter dans les cellules, celui qui fait sortir, qui transporte le cholestérol fabriqué par le foie et qui va l'emmener aux organes et dans le sang. Et ça augmente aussi les triglycérides. Et vous souvenez-vous qu'il y avait une compétition entre triglycérides et cholestérol pour les transporteurs. Donc en fait, pour le retour. Donc voilà, quand on prend une pilule, eh bien on a un apport en matière grasse un peu différent que les autres, un peu de sucre aussi, parce que je rappelle que le triglycéride, c'est graisse et sucre. Hein, c'est pas seulement sucre ou graisse seule. Donc c'est important parce que la pilule, c'est vraiment ce qui fait augmenter le cholestérol et le LDL. Voilà. Il y a quand même des choses qui peuvent aider quand même dans la régulation, c'est les oméga 3. On en parle peu, mais les oméga 3, c'est des acides gras insaturés qui vont aider le foie
à mieux métaboliser le cholestérol. Donc un régime riche en oméga 3 va permettre justement cette régulation. Et qu'est-ce qui est riche en oméga 3 ? C'est les poissons gras, sardines, maquereaux, poissons de mer froide. C'est aussi l'huile de lin, c'est l'huile de colza, c'est les noix, c'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y a même une filière. Moi, je m'amuse parce qu'à chaque fois qu'on me parle d'oméga 3, je me dis, mais qui consomme de l'huile de lin ? Est-ce que vous connaissez, vous, des gens autour de vous qui... Non, effectivement. À chaque fois, on prend cet exemple d'huile de lin ou d'huile de... En fait, la réalité... Alors, l'huile de cameline, franchement, d'accord, il y a des oméga 3 dedans, mais j'ai jamais vu, je sais même pas s'ils en vendent chez Mammouth. Mais Mammouth, voilà. Et en fait, le fait est que il y a une compétition entre les oméga 3 et les oméga 6. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon il faudrait une émission pour ça. Mais sachez qu'il y a une filière en France qui s'appelle la filière bleu-blanc-cœur. C'est qu'en fait, ce que nous mangeons est totalement lié à ce qu'ont mangé les animaux que nous mangeons. Donc, par exemple, dans cette filière bleu-blanc-cœur, les poules et les œufs qu'ont fait ces poules ont été nourris avec des oméga 3. Donc, du lin, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, l'œuf est riche en oméga 3, et donc il a des vertus vis-à-vis de la régulation du cholestérol. De la même façon, pour les vaches, malheureusement, en France, à 80%, sont nourries avec du tourteau de soja, maïs et tournesol. Donc, elles sont riches en oméga 6, qui sont des acides gras insaturés qui sont plutôt pro-inflammatoires, alors que les vaches qui sont nourries à l'herbe, elles vont être riches en oméga 3, puisque l'herbe est riche en oméga 3, et donc vont faire une viande et un lait riches en oméga 3. Voilà. Alors, quelles sont les vaches qui mangent de l'herbe ? C'est les vaches qui, par exemple, sur le plateau d'Aubrac, font des fromages AOC. Parce que quand on a un fromage AOC... Ça nous arrange bien, l'Aubrac. L'Aubrac, c'est super. On peut aller manger chez Michel Brasse. Voilà, exactement. Au Saint-Chély, c'est des endroits absolument de rêve. Voilà. Il fait très froid l'hiver, mais il faut y aller l'hiver et manger de l'aligot. Voilà, et avec modération. Et vous avez ces vaches qui, pour avoir un fromage AOC, donc avec une renommée importante et une protection du label, mangent de l'herbe bien grasse et du foin l'hiver. Donc, et c'est vrai aussi pourquoi je recommande les brebis et la chèvre, parce que la brebis et la chèvre, jusqu'à preuve du contraire, ne mangent que de l'herbe. Et quand elles sont à la ferme, elles mangent du foin. Donc elles sont riches en oméga 3. Elles font pas beaucoup de lait d'ailleurs l'hiver. Ben voilà, c'est le problème. Pourquoi on préfère toujours, quand on est exploitant, les vaches aux chèvres ou aux brebis, elles demandent plus de travail, mais elles n'ont un agneau qu'une fois par an, je crois. Mais là, j'espère que mes agriculteurs vont pas m'en vouloir, éleveurs. Et elles ont surtout un lait beaucoup plus maigre en hiver, ce qui fait que pour le fromage de laiterie, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de graisse. Voilà. Alors, une auditrice nous demande, Docteur Alouche, alors ça concerne les végétariens. Elle dit, vous ne parlez jamais des végétariens. Faux, puisque dans votre nouveau livre, j'en parle tout le temps. Voilà, la méthode Hépatodétox, vous parlez des végétariens. Et est-ce qu'il y a un lien entre la viande et le diabète finalement ? Et est-ce que les personnes qui seraient végétariens seraient épargnées par le diabète ? Alors ça, c'est une question très piège parce qu'en fait, la viande, ça a énormément d'avantages parce que comme je l'ai dit, il y a des acides aminés essentiels en très grande quantité, mais elle a des acides gras saturés et elle peut avoir beaucoup d'oméga 6 en fonction de ce que la bête a mangé. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on en revient à la filière. Et à ce moment-là, si elle est trop riche en oméga 6, elle peut être pro-inflammatoire pour le foie. Donc effectivement, manger trop de viande, qu'est-ce que c'est trop ? Moi, je recommande d'en manger 2-3 fois par semaine. Il n'y a pas de sucre ? Il n'y a pas de sucre, mais il y a des graisses saturées. Oui, et l'index glycémique... Oui, il est inexistant. Il est existant, la viande. C'est pour ça que... il est riche en protéines, en protéines de structure, mais pour éviter une trop grande inflammation, parce qu'il peut y avoir une inflammation liée aux acides gras saturés en grand nombre, et puis du mode de cuisson, parce que quand on fait au barbecue, par exemple, vous savez que vous avez des dérivés carbonés qui peuvent être toxiques, et ainsi de suite. Donc, vous écoutez trop Madame Rousseau. Madame Rousseau. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau. Ah oui, Sandrine Rousseau, oui. Je l'écoute, comme les autres. Mais non, mais attendez, la polémique sur la viande, il y a une chose qui est claire, c'est que les enfants et les femmes enceintes ont besoin de viande. Et pour les femmes végétariennes ou véganes qui nous écoutent, si vous êtes enceinte, veillez à prendre vos compléments en fer, parce que le cerveau de l'enfant, sa croissance est dépendante du fer que vous allez manger. Ça, il faut vraiment le savoir. Et c'est pour ça que la viande... Alors, si vous êtes végane par conviction, bravo, très bien, ça vous regarde.
mais n'oubliez jamais vos compléments de fer. Parce qu'on dit une chose qui est, à mon avis, incroyable. Vous savez, quand il y a eu la polémique sur les repas végétariens à l'école, on a dit, mais j'ai entendu quelqu'un dire à la radio, ah oui, mais de toute façon, il y a autant de fer dans les lentilles que dans la viande rouge. C'est vrai, à une différence près. C'est que dans la viande rouge, le fer est absorbé sur 100% de fer, 30% est absorbé. Dans les lentilles, sur 100% de fer, que 5%. Donc il faudrait manger 6 fois plus de lentilles, sur 600 grammes de lentilles, avant que le gosse il mange 600 grammes, pour avoir le même fer. Donc il faut arrêter de jouer avec les allumettes. Et dans les épinards, on s'est rendu compte après coup qu'il n'y avait pas de fer. Voilà, mais il y a d'autres choses. Mais une chose est certaine, c'est que ça n'empêche pas les convictions. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. On peut être végane, et on peut être végétarien, on peut être végétalien, après tout. Mais il faut savoir comment ça marche. Les enfants, les fœtus ont besoin de fer. Débrouillez-vous comme vous voulez. Demandez conseil à votre naturopathe, demandez conseil à votre médecin. Mais prenez du fer en complément parce qu'il y va du cerveau de votre enfant. Bien. Et Samira qui nous demande si le docteur Alouche voudrait bien nous donner en exclusivité mondiale aujourd'hui, ce matin, la recette de sa soupe hépato-détox. Non. Non, vous ne voulez pas. Non. Pourquoi ? C'est un secret. C'est vrai. C'est un secret. C'est votre grand-mère qui vous a dit non. Oui. Non, ma grand-mère faisait de la soupe tous les soirs. Oui. Et du mespouf. Et, vous avez une mémoire étonnante. Hein. Oui, c'est parce que je mange de la soupe hépato-détox tous les soirs. Voilà. Et c'est très bon pour la mémoire. Le mespouf, c'est ma Madeleine de Proust. Il n'y a pas la recette de mespouf. Non, le mespouf, d'ailleurs, je vais vous dire... Il y a un peu de semoule, mais pas de mespouf. Mais je suis étonné parce que quand j'en parle, il y a très peu de gens qui connaissent en fait le mespouf. Alors, est-ce que c'est purement tunisien ? Je ne sais pas. Mais c'est un plat, vous savez, c'est ce couscous sucré avec des dattes, des noix, des pistaches. Pendant le ramadan, le matin, mespouf pour tout le monde. Ah bon, d'accord. Bah écoutez, voilà. Moi, c'est ma Madeleine. Voilà. Bon. Qui n'est pas... Mais vous me faites parler de moi quand même. Hein. C'est un peu... Oui, mais parce que les gens sont curieux. Les gens sont curieux. Les fans sont curieux, docteur Alouche. Maintenant, on sait que vous êtes gaucher, donc maintenant, vous recevrez des bracelets pour votre bras gauche. Non, droit d'ailleurs, droit. Pardon. Droit, oui, parce que quand on est gaucher, on a sa montre à droite. Bien. Je disais ça, mais sérieusement, dans la nouvelle version de votre livre, La méthode hépato-détox, aux éditions Albin Michel, il y a des recettes. Donc ça, c'est important, c'est qu'aussi, il y a la méthode. Oui. Le tableau très précis des index glycémiques pour tous ceux qui le réclament à chaque fois, avec le principe de rétrogradation que vous expliquez très bien dans votre livre. Et amidons, voilà, il y a toute la partie des... Et il y a une partie aussi sur les poissons que l'on mange en fonction des saisons. Parce que moi, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup, c'est les océans. C'est que nos océans sont pillés, nos océans sont sales, il y a du plastique partout. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'occupe de nos océans, surtout quand la France est le deuxième pays en matière de possession et de droit sur l'océan, parce que nos poissons commencent à devenir un petit peu impropres à la consommation. Le thon est trop riche en métaux lourds, trop dégradé par les métaux lourds. Donc les gros poissons aujourd'hui, l'espadon, je ne vous le recommande pas. Il faut manger des petits poissons. Mais à force de manger des petits poissons, voilà. Et donc dans le livre, on a travaillé avec une association, on a pris les poissons en fonction de l'alvinage, enfin pour les alevins, de ne pas manger ces poissons à cette date parce qu'on sait que c'est le mois de la ponte et de l'éclosion des alevins. Donc je crois que c'est important de respecter parce qu'on a des poissons de plus en plus petits, vous avez remarqué. Donc on pêche de plus en plus jeunes et je pense qu'il faut faire attention parce que le poisson, souvenez-vous d'une chose, c'est que lorsque les paléontologistes ont commencé à étudier l'émergence de la conscience des hommes, on s'est aperçu qu'elle a émergé autour des lacs et sur les rives des mers. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau est à 60% rempli d'oméga 3 qui viennent de nos poissons. Et donc si l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce aux poissons et grâce à son alimentation avec des poissons. Et donc je pense qu'il faut absolument respecter la réserve halieutique parce que c'est elle qui pourra nourrir tous les 9 milliards de terriens. Et puis d'ailleurs, il y a un proverbe qui le confirme, qui dit que tout est bon dans le poisson. Tout est bon dans le poisson. Ouais. Mais le poisson, c'est un emblème, vous savez très bien. La méthode hépato-détox, la nouvelle version qui vient de sortir chez Albin Michel, docteur Réginald Alouche. Vous réécouterez cette émission très importante sur le cholestérol en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, docteur Alouche. Merci Philippe de m'avoir invité. Avec le plaisir à partager. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Et surtout passez une très belle journée santé sur Beurre FM.